Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire d'information sur les directives anticipées. Je me présente, je suis Camille Tournadre, je travaille à la Mutualité française Normandie. Je suis accompagnée de Valérie Théon qui travaille à la Mutualité française Bretagne. La session d'aujourd'hui porte sur les directives anticipées. En effet, le nécessaire besoin d'information sur ce sujet est notamment ressorti dans les propositions de la Convention citoyenne du CESE sur la fin de vie et également le Césaire de Normandie, dans sa contribution au débat national sur la fin de vie, propose dans ses préconisations la promotion des directives anticipées. Notre objectif aujourd'hui est de vous donner une définition complète des directives anticipées, comment les rédiger ou les conserver, et nous aborderons également la personne de confiance. Pour nous présenter ce sujet, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'association France Asso Santé, donc Maud Le Ridan de l'association France Asso Santé Bretagne, et également Maëlle Prieur et Yves Grégoire de l'association France Asso Santé Normandie. Durant la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le module questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Maëlle relaiera vos questions à Maud et à Yves. Nous avons estimé la durée du webinaire à environ 1 heure. Et à présent, nous pouvons démarrer. Donc, je passe la parole à Maud pour commencer la présentation. Maud, c'est à Oui, toi. merci beaucoup. Effectivement, donc on va parler des directives anticipées. On abordera également la personne de confiance, qui est un dispositif qui va souvent de pair. On va démarrer déjà par une présentation rapide de ce qu'est France Asso Santé. Personne de confiance, directive anticipée, j'en parlais, et donc un gros temps sur vos questions-réponses que Maëlle va récupérer au fur et à mesure, mais on a aussi un temps à la fin. Bien, France Asso Santé, c'est un collectif engagé pour la défense des droits des usagers du système de santé. C'est le nom, France Asso Santé, c'est le nom de marque, entre guillemets, qui a été choisi par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, l'UNAS, afin de faire connaître son action comme organisation de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts. Porte d'une mission officiellement reconnue par son inscription dans le Code de la santé publique. France Asso Santé a été créée par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 et a vu le jour en mars 2017. L'Union regroupe plus d'une centaine d'associations qui agissent et militent pour la défense des droits des patients et des usagers, l'accès aux soins et la qualité du système de santé. Alors, ces associations agréées en santé, ça fait l'objet d'un agrément par le ministère, procédure assez lourde, assez sérieuse même, en 7 collèges pour défendre les intérêts. Collège 1, ce sont les associations qui représentent des personnes malades, les diabétiques, le sida, le cancer, etc. Collège 2, ce sont les personnes âgées et les retraités, Fédération nationale des associations de retraités ou pré-retraités et pré-retraités. Collège 3, ce sont des personnes en situation de handicap, APF, France Handicap, Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques, Association des accidentés de la vie. Collège 4, ce sont des associations qui représentent des familles, l'Union régionale des associations familiales. Collège 5, c'est des associations de consommateurs. Vous avez la CLCV, UFC Que Choisir. Collège 6, des personnes en situation de précarité, comme l'abri. Et collège 7, de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge et la santé environnementale, comme l'ADMD, VMEH ou JALMAV. Alors, ça, c'était une représentation nationale. Au niveau régional, France Asso Santé est une association nationale qui dispose d'un maillage dans tous les territoires grâce aux 18 délégations régionales, donc les 13 régions métropolitaines et les 5 régions d'outre-mer. L'Union régionale des associations agréées d'usagers du système de santé,
URAS, qu'on appelle plus communément FAS Bretagne, FAS Normandie. Ces délégations sont composées donc d'élus, de bénévoles et d'éminents et très compétents salariés. Merci du message, Monsieur le Président, Normandie. Alors, France Asso Santé, on a plusieurs missions, mais on a essayé de vous en présenter celles qui pouvaient en tout cas avoir un intérêt pour vous et que vous pourriez utiliser, entre guillemets. Donc, on s'est concentré sur quatre missions essentielles. Alors, l'animation du réseau des associations et notamment des représentants des usagers. Donc, les représentants des usagers, c'est des bénévoles d'associations agréées qui siègent dans des instances, dans les hôpitaux ou les cliniques, par exemple, ou les instances de santé publique sur des territoires, en région ou au national. Ce sont vos porte-parole par rapport au système de santé. Et vous pouvez les joindre s'il y a besoin de signalement, d'un dysfonctionnement, transmettre des éloges, etc., etc. Donc, on a cette mission d'animer ce réseau assez conséquent. Ensuite, effectivement, on a une mission de leur proposer des formations et également aux bénévoles associatifs. Donc, on a par exemple des formations sur l'écoute active pour tous les bénévoles associatifs qui sont amenés à faire des permanences où ils vont rencontrer les usagers, les patients, les proches, par exemple. Et puis, on a été aussi, on a répondu au cahier des charges du ministère lorsqu'ils ont mis en place en 2016 une formation obligatoire pour tous les nouveaux représentants des usagers qui démarraient un mandat. Donc, on propose aussi cette formation-là. Alors, on ne vous a pas fait toute la liste, hein, parce qu'on a plus de 50 thématiques de formation, mais vous pouvez aller sur notre site internet pour voir la liste des formations qui sont à disposition. On a également une mission de représentation et d'émettre des plaidoyers, notamment pour veiller à l'équité du système de santé, à cet aspect solidaire et pour faire toute proposition pour l'améliorer. Et puis, on a une mission d'informer le grand public, les associations, toute personne qui œuvre et qui utilise le système de santé sur leurs droits en santé. Et donc, c'est un petit peu l'objet aussi de ce webinaire, puisqu'on met en place du coup cette mission d'information. C'est notamment les droits en santé, c'est ce qui avait été mis en place principalement par la loi du 4 mars 2002, qu'on appelait aussi loi Kouchner, si vous vous rappelez, il était alors ministre de la Santé. Donc, il y a plusieurs droits en santé. Et aujourd'hui, on va notamment aborder deux dispositifs. Un dispositif qui découle de la loi du 4 mars 2002, qui est la personne de confiance, et donc les directives anticipées qui découlent de la loi de 2005, qui était un petit peu plus tard. Donc, sur la personne de confiance, on vous propose un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Et la question, c'est: avez-vous désigné une personne de confiance? Donc, on vous propose de répondre oui ou non. On vous laisse quelques secondes. Alors, on a 21% de personnes d'entre vous qui ont désigné une personne de confiance et 79 non. Ok. Alors, je ne sais pas si du coup je peux récupérer le... Ok. Hop. Je suis bloquée. Voilà. Alors, on vous propose pour découvrir de façon un peu ludique, pour éviter qu'on parle pendant 3 heures, même si on adore ça, une vidéo qui présente la personne de confiance et on en discute juste après. La personne de confiance et le patient, un tandem solidaire. Dans la vie courante, lors d'un rendez-vous avec un professionnel de santé, la personne de confiance peut m'accompagner aux entretiens, m'écouter et m'aider dans les décisions à prendre. Lors d'une hospitalisation, si je suis inconscient, la personne de confiance devient mon porte-parole, l'interlocuteur privilégié auprès de l'équipe médicale.
Si j'en ai rédigé, la personne de confiance pourra également relayer mes directives anticipées. Quel est le rôle de la personne de confiance ? La personne de confiance exprime mon opinion, ma volonté. Cet avis va prévaloir sur tout autre avis non médical. La personne de confiance ne prend pas de décision médicale et n'en assume pas la responsabilité. La personne de confiance n'a pas accès à mon dossier médical, sauf si je le lui autorise. Il est important que la personne de confiance que j'ai choisie connaisse mes volontés afin de pouvoir parler en mon nom si je ne peux plus m'exprimer. Qui peut devenir ma personne de confiance ? La personne de confiance peut être un membre de ma famille, un proche ou mon médecin traitant si celui-ci n'exerce pas dans l'établissement où je suis soignée. Bref, une personne unique, majeure, en qui j'ai toute confiance. Bien sûr, j'informe la personne en question que je l'ai choisie. Je m'assure de son accord. J'échange avec elle sur mes volontés en matière médicale. Remarque, il ne faut pas confondre la personne de confiance et la personne à prévenir qui doit être avertie en cas d'incident, de transfert ou de sortie, bien qu'une même personne puisse jouer les deux rôles. Comment déclarer une personne de confiance ? À tout moment, sur une feuille libre, sur un formulaire fourni par des associations de patients, ou si je suis entrée à l'hôpital. La déclaration doit comporter au moins les précisions suivantes. Mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance, et les coordonnées de la personne de confiance. Je date et je signe la feuille. Je peux annuler ou modifier cette désignation quand je le veux. Lors d'une hospitalisation, je fais connaître dès mon entrée aux professionnels de santé et à mon entourage la personne de confiance que j'ai désignée. Désigner une personne de confiance est un droit, ce n'est pas une obligation. Pub. Oui, vas-y Yves. Oui, donc la personne de confiance, très belle vidéo, très bien faite, très complète, et qui en gros dit tout, et notamment que c'est un rôle très important qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais voilà, on viendra par la suite dans les échanges. Alors, c'est un statut qui a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la loi Kouchner, et à la qualité du système de santé pour garantir l'expression de la volonté de la personne malade en toutes circonstances. C'est là où c'est important, c'est la volonté de la personne malade et pas la sienne propre en tant que personne de confiance. La personne de confiance est consacrée par l'article L. 1111-6 du Code de santé publique, modifié par les lois du 22 avril 2005 et du 2 février 2016, consacrées à la fin de vie. Alors, comme la vidéo, elle va assez vite, on vous propose de reprendre les points essentiels, notamment le fait que la personne de confiance, elle a deux missions principales. Donc, elle peut vous soutenir et vous accompagner, donc vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé. Elle peut assister aux consultations ou aux entretiens médicaux, mais elle est bien dans une posture et un positionnement d'accompagnement et elle ne vous remplace à aucun moment, sauf si vous le souhaitez. Elle peut également prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical si c'est vous qui êtes à l'origine de la demande. Elle ne pourra pas avoir accès aux informations concernant votre santé si vous ne l'autorisez pas. Ce qui est important de voir, c'est qu'elle a aussi une autre mission qui est de vous représenter si vous n'êtes plus en mesure d'exprimer votre volonté. Et donc, c'est la personne qui va être consultée en priorité par l'équipe médicale lorsqu'il y a questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitement. C'est donc votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits, votre volonté et vos convictions. L'avis de la personne de confiance prévaut sur l'avis de tout autre avis non médical. Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais elle témoignera auprès du médecin, par exemple, pour que l'équipe médicale puisse être éclairée sur ce que vous souhaitiez ou pas.
Attention, du coup, on vous a fait un petit encart là. La personne de confiance, c'est pas la même chose que la personne à prévenir. Souvent, quand vous arrivez en hospitalisation, quand on fait le dossier d'admission, les personnes nous disent personne à prévenir, je mets qui? Bah, je sais pas, mettez mon mari. Et après, on vous dit personne de confiance, est-ce que je mets la même personne? Et là, souvent, les usagers, du coup, sont pas au courant de ces deux missions de la personne de confiance. Et donc, on dit souvent, bah oui, mettez la même. Sauf que peut-être que si on était bien au courant et qu'on avait une bonne information, peut-être qu'on réfléchirait un petit peu plus pour bien désigner notre personne de confiance. Hop. Alors, du coup, qui peut devenir ma personne de confiance? Toute personne de mon entourage, parents, proches. La loi cite même le médecin traitant dans les textes ou un autre professionnel de santé. Mais il faut que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, d'où la définition du terme personne de confiance. Et il faut que ce soit une personne qui accepte de jouer ce rôle parce qu'il faudra qu'elle signe le document qui la désigne. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément quelqu'un de votre famille. On a aussi les personnes sous tutelle qui peuvent désigner une personne de confiance, mais il faut qu'ils demandent l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été créé. Une fois que vous l'avez choisie, entre guillemets, c'est très important d'échanger avec elle afin qu'elle comprenne bien vos choix et votre volonté et qu'elle puisse être votre porte-parole le moment venu. Il est important qu'elle ait bien compris son rôle et donné son accord pour cette mission. Une personne peut refuser d'être votre personne de confiance. Oui, ça c'est des points. Non, mais c'est des points. Non, je ne m'étais pas endormi, mais c'est des points très importants, ça, de bien discuter, de bien Mmh. échanger avec la personne de confiance et de la déculpabiliser également. C'est-à-dire souvent on a des remarques de gens qui s'inquiètent d'avoir à prendre une décision à un moment donné de vie ou de mort, par exemple, Mmh. sur un proche, et que la décision pèse sur ce que la personne de confiance aurait à dire. Non, c'est pas du tout le cas. Elle est là que pour porter la voix du patient. Elle n'est pas là pour s'engager, et on a des personnes de confiance qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que souhaite, à titre personnel, que souhaite le patient, mais qui s'engage, par devoir, par, amitié à quand même être, personne de confiance. Donc ça, c'est très important parce qu'on a des fois des gens qui refusent cette mission-là parce qu'ils Ils ont pensent peur. qu'il y a trop de poids, Mmh. Mmh. sur leurs épaules. Alors, quand désigner ma personne de confiance? Eh bien, n'importe quand, tout au long d'une vie, sachant qu'une personne de confiance, quand elle s'est associée, par exemple, à des directives anticipées, ça dure le temps de vie de la directive anticipée, mais vous avez des personnes de confiance qui peuvent décéder entre-temps, qui peuvent s'éloigner du patient, qui peuvent se fâcher avec le patient. Donc c'est modifiable en permanence jusqu'au dernier moment. Alors il faut simplement être en bonne santé, oui, bien sûr, et pas malade ou porteur d'un handicap. Hem, Comment la désigner? Ben, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. La désignation se fait par écrit, soit sur papier libre, daté et signé, en précisant ses noms, prénoms, coordonnées pour qu'elle soit joignable, soit sur un formulaire qui est fourni soit par les établissements hospitaliers, soit par des associations qui traitent du sujet. Hem, la personne de confiance doit co-signer impérativement ce document-là. Si le patient est en difficulté pour écrire, pour des raisons physiques ou cognitives ou psychiques, vous devez demander à 2 personnes d'attester par écrit que cette désignation est bien votre volonté. Quelqu'un qui peut plus écrire, qui voit plus, voilà, il peut se faire assister de 2 témoins. Vous pouvez changer d'avis et ou de personne de confiance à tout moment. Il faut le préciser bien sûr par écrit ou par oral devant 2 témoins qui l'attesteront de leur côté par écrit.
Et il est recommandé de prévenir votre précédente personne de confiance et les personnes qui détiennent son nom qu'elle n'a plus ce rôle et de détruire le document précédent. Il peut pas y avoir 2 personnes de confiance en même temps. Du coup, on vous a mis une diapositive, j'étais trop vite, avec beaucoup de supports que vous pourrez consulter. Donc, le diaporama va vous être envoyé et à chaque fois que vous voyez une petite main, vous pouvez cliquer dessus et c'est un lien qui vous envoie vers le document en question. Donc, on a effectivement pas mal de documents au niveau de France Asso Santé, des fiches ou des plaquettes. On a aussi la Haute Autorité de Santé qui a fait un formulaire et dans le formulaire, il y a beaucoup d'explications au départ sur ce que c'est. Et puis, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie qui a également fait des fiches explicatives. Le ministère de l'Intérieur où vous pouvez trouver un modèle de désignation. Et Yves, est-ce que tu veux préciser un petit peu plus les ressources de la DMD peut-être? Oui, accessoirement, puisque la DMD a été depuis longtemps mobilisée sur les DA, elle l'est toujours, hein, puisqu'on réalise tous les ans une tournée dans toute la France pour développer, pour informer les gens et il y a encore du boulot puisqu'il y a à peu près une quinzaine de pourcents de Français qui savent ce que c'est qu'une DA et 8 ou 9%, je crois, qui ont rempli leur directive anticipée. Donc, on a mis au point des fiches pratiques, des modèles adaptés. On a une personne à plein temps qui s'en occupe en national. On a également, par la volonté du gouvernement, on a eu l'autorisation de tenir un fichier des directives anticipées, non seulement de nos adhérents, mais également de toute autre personne qui souhaite nous les confier pour qu'on puisse les gérer, vérifier qu'elles soient valides et éventuellement, sur demande, par exemple, d'un service d'urgence, les communiquer à la personne qui souhaite en avoir connaissance. Et bien sûr, tout ça, on le fait gratuitement et avec le sourire, puisque l'État ne nous finance aucunement pour ces prestations-là. Hein, voilà. Et puis, il y a d'autres, Jalmav doit avoir également son document de prévu. Voilà. Mais on est assez rare à se battre à ce niveau-là pour vendre, entre guillemets, et ça, c'est une constante dans tous les rapports qui sont sortis. Tu as cité tout à l'heure le rapport du Césaire de Normandie, tu as cité la Convention citoyenne, il y a aussi le rapport parlementaire qui est tombé en même temps. Tous font la remarque que ce n'est pas assez connu, que ça n'a pas été assez vendu, pour des tas de raisons que j'évoquerai pas ici, mais voilà, et il va falloir qu'on s'y mette. S'y mettre 50. On va faire plein de webinaires avec la mutualité. Ouais. Non, mais toute blague à part, il y a tellement de choses. Ça c'est une partie de la loi de Claes-Leonetti de 2016 qui n'est pas connue et qui fait dire que c'est pas une loi applicable et appliquée. Donc voilà. Ok. On vous a mis aussi des références de sites internet. Pour clore le sujet sur la personne de confiance, on va vous refaire un petit sondage. Donc, est-ce que vous trouvez utile de désigner une personne de confiance, notamment par rapport aux explications qui vous ont été données et à votre contexte de vie ? Roulement de tambour. Ok, donc 96% de personnes qui trouvent ça utile et 4% de personnes qui hésitent.
Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi dans la personne de confiance, c'est que ce n'est pas que à l'hôpital. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous pouvez désigner votre personne de confiance. Vous pouvez prendre soit un formulaire que l'on vous a, du coup, qui vont être à disposition dans ce diaporama, soit aller sur mon espace santé, mais on en reparle après pour les directives anticipées. Mais ça n'est pas que lors d'une hospitalisation. C'est-à-dire que c'est valable aussi si vous faites des consultations avec des spécialistes en ville, etc., quoi. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit point. Merci beaucoup pour votre participation au sondage. On va passer du coup aux directives anticipées. Toujours un petit sondage, plutôt sur les directives anticipées là. Donc, d'après vous, il est conseillé de rédiger des directives anticipées pour, et là, vous allez avoir le choix, soit pour tout le monde, soit uniquement les personnes en fin de vie, soit vous ne savez pas. Oh, bah, vous êtes catégorique là, 100% pour tout le monde. Bravo. Stalinien. Obligatoire. Allez. Hop, alors. Du coup, je te laisse la main, Yves, pour la petite intro sur les directives anticipées. J'en ai encore une de disponible. Ouais. Alors, il n'y a pas une vidéo là d'abord? Tu veux la vidéo avant? Comme tu veux. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Allez, on passe à la vidéo. Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est? Les directives anticipées expriment mes volontés relatives à ma fin de vie, en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Elles sont utilisées en fin de vie lorsque je suis hors d'état de m'exprimer et quand mon pronostic vital est engagé. Le médecin doit les respecter sauf dans 2 cas. Urgence vitale et si mes directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Dans ce cas, le médecin prend l'avis de l'équipe de soins, d'un autre médecin en qualité de consultant et de la personne de confiance qui prévaut sur l'avis de la famille et des proches. Les directives anticipées, pourquoi les rédiger? Les rédiger permet de choisir ce que je souhaite et soulage mes proches quant à leur position face à la prise de décision si je suis en fin de vie. Cela peut ainsi permettre d'éviter les conflits familiaux. Les directives anticipées, quand? Sans attendre, elles sont valables indéfiniment et modifiables à tout moment. Il est important de penser, au fil du temps, à les préciser ou modifier en cas d'évolution de mon état de santé. Les directives anticipées, qui? Toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées. Homme, femme, quel que soit son âge, malade ou en bonne santé, personne sous curatelle, personne sous tutelle avec autorisation du juge. Les directives anticipées, comment? Je peux en parler avant à ma personne de confiance et à mon médecin ou encore à une association qui peuvent m'aider à préciser les aspects médicaux de mes souhaits et la manière de les exprimer. Par exemple, je peux demander à ne pas ou plus recevoir d'alimentation et d'hydratation artificielle si cela constitue le principal acte de mon maintien en vie. Dans ces cas, je recevrai de toute façon les soins de confort nécessaires et adaptés à l'évolution de mon état de santé. Je peux insister sur mon droit à ce que ma douleur soit prise en compte en demandant à l'équipe médicale de tout mettre en œuvre pour que je ne souffre pas. Je peux demander à bénéficier d'une sédation profonde et continue, c'est-à-dire d'un traitement qui m'endort profondément jusqu'à mon décès. Sur le site internet du ministère de la Santé, sur tout support, papier libre ou formulaire fourni par les associations de patients ou dans le formulaire fourni par les établissements de santé dans le livret d'accueil. Le document doit comporter au moins les précisions suivantes. Mon nom, mon prénom, ma date et mon lieu de naissance, je date et signe la feuille. Je pourrai prochainement enregistrer mes directives anticipées dans un registre national. Si je ne peux pas écrire, 2 témoins majeurs, dont éventuellement ma personne de confiance, peuvent attester que le document est l'expression de ma volonté. Je peux les remettre à mon médecin traitant, à ma personne de confiance et à mes proches.
J'informe mon entourage de l'existence de mes directives anticipées ainsi que le personnel soignant lorsque je suis hospitalisée. Si vous avez une question juridique ou sociale en lien avec une problématique de santé, Santé Info Droit 01 53 62 40 30. Bien, belle vidéo aussi. Tout est dit, donc je te passe la parole, Maud. Oui, si tu veux. Alors, non. On va quand même un peu Allez. approfondir. Donc, jusqu'en 2005, le contexte de fin de vie trouvait une réponse dans plusieurs textes tels que la loi du 9 juin 1999 visant à garantir l'accès aux soins palliatifs et à la loi du 4 mars 2002, la fameuse loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Mais il y avait des zones d'incertitude. Les médecins réanimateurs réclamaient notamment une clarification législative autour de la pratique répandue de limitation et d'arrêt de traitement. Ça n'a pas beaucoup bougé tout ça. Avec l'affaire Vincent Humbert, on ne va pas confondre avec Vincent Lambert, tétraplégique de 21 ans, qui demandait le droit à mourir, finalement décédé suite à l'intervention de sa mère, Marie Humbert, puis d'un médecin réanimateur. Une mission parlementaire sur l'accompagnement à la fin de vie a été mise en place. Une précision, on parle de fin de vie, 21 ans, c'est pas forcément fin de vie, c'est pas forcément personne âgée. On peut, si demain je décède, aujourd'hui j'étais en fin de vie. Voilà. Les conclusions, mais non, je ne vais pas le faire demain. Les conclusions de cette mission dirigée par Jean Leonetti ont conduit à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi renforce les droits de la personne en fin de vie, elle encadre l'obstination déraisonnable, reconnaît le rôle des directives anticipées et des soins palliatifs, et c'est la date de création des fameuses directives anticipées. Puis en 2016, une nouvelle loi préparée par Jean Leonetti et Alain Claes est venue compléter la première, la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et renforçant la portée des directives anticipées. Alors, ces directives anticipées, alors, vous avez sûrement entendu parler de tout ce qui se passe en ce moment aux conventions citoyennes, c'est toute cette refonte de cette loi Leonetti qui est en jeu ou pas. On le verra dans quelques temps. Les directives anticipées permettent d'exprimer par avance la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux pour le jour où on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d'un accident ou d'une maladie grave. Les directives anticipées permettent aux médecins et à l'équipe médicale qui vous prennent en charge de connaître vos souhaits et vos volontés. Les directives anticipées n'ont pas vocation à être utilisées tant que le patient est en capacité de communiquer ses volontés. Les directives anticipées ne sont pas un testament ou un document pour anticiper l'organisation de ses obsèques. Elles se limitent au traitement dont une personne peut bénéficier en fin de vie. Alors pareil, on vous propose une diapositive récapitulative. Donc effectivement, l'intérêt de faire des directives anticipées, c'est de faire connaître aux médecins vos volontés, les faire respecter en cas d'incapacité de vous exprimer. Et puis, il y a un aspect aussi de protection et ça décharge vos proches de la responsabilité de décision. Effectivement, ça va leur épargner la difficulté et parfois le sentiment de culpabilité de participer à des décisions difficiles. Qui peut faire des directives anticipées? Qui peut les rédiger? Toute personne majeure, vous l'avez dit tout à l'heure dans le sondage, tout le monde a le droit de les écrire, quelle que soit sa situation personnelle. C'est un droit, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si ça vous pose trop de questions, vous ne mettez pas la pression, il n'y a pas d'obligation. Après, on voit bien l'intérêt quand même dans le cadre présenté là. Quand on fait nos directives anticipées, quand est-ce que c'est le plus judicieux de le faire? À n'importe quel moment, en fait, puisque là, à partir de 2016, depuis 2016, elles sont valables indéfiniment. Avant, c'était 3 ans et il fallait les refaire à chaque fois ou elles n'étaient plus valables après 3 ans si on ne les avait pas refaites.
Ça a été enlevé, du coup, c'est plutôt pratique puisqu'elles sont valables indéfiniment et jusqu'au moment où éventuellement vous changez d'avis et que c'est les nouvelles directives anticipées que vous avez écrites qui repartent. Avant de les rédiger, vous pouvez en parler à votre médecin, à votre personne de confiance si vous en avez désigné une, à des associations pour vous aider à préciser les aspects médicaux de ce que vous souhaitez et la manière de les exprimer dans le document. Donc, elles peuvent à tout moment être évoquées ou modifiées, on l'a dit. Si vous changez d'avis, vous pouvez modifier totalement ou partiellement le contenu de vos directives anticipées. Il est important de penser au fil du temps de les préciser ou de les modifier. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de maladie grave, vous pouvez très bien faire vos directives anticipées et puis vous reposer la question, éventuellement les relire dans quelques années ou là, si vous avez une annonce d'un diagnostic voilà, d'une maladie grave où vous savez que le pronostic vital va être compliqué, vous pouvez éventuellement les relire et les repréciser, les remodifier, voire les arrêter complètement. C'est à moi? Oui, monsieur. Oui, en complément, Ouais. nous, on dit, plus tôt sera le mieux. Mmh. Pas dans une situation, de stress particulier. C'est-à-dire que, j'en discutais avec des directeurs d'EHPAD. C'est certainement pas dans le dossier d'accueil quand la La personne personne arrive. âgée arrive, qu'on lui explique les 3 menus et les 2 concerts qu'elle aura le droit de voir, dans le mois, qu'on lui parle en même temps de sa fin de vie parce que, bon, ça va pas forcément, la stimuler pour accepter le reste. Il faut en discuter beaucoup avec son entourage, donc il faut prendre son temps de les rédiger, et il faut le faire le plus tôt possible. Après, la difficulté, c'est que plus vous êtes jeune, moins vous savez de quoi vous allez mourir ou de quoi vous allez être atteint, 30 ans ou 40 ans plus tard et qu'il est très difficile de donner dans le détail ce que voudraient qu'on fasse, les médecins, par exemple. Ils voudraient que, acte par acte, on dise oui ou non. Et c'est comme ça que le modèle des directives anticipées, fournies par le ministère doit faire 11 pages, je crois, Mmh. donc qui déjà, ne favorise pas, le remplissage de celui-là. Donc, il faut rester sûrement, d'une manière un peu très très vague au début, nous, ça tient sur une page A4, hein, et ensuite, simplement la modifier en fonction, de l'évolution des pathologies que vous pouvez avoir. Alors là, j'ai fait la diversion, excuse-moi Maud. Non, il y a pas de problème. Vous pouvez aborder, donc, ce que vous jugez important dans votre vie, vos valeurs, vos convictions, vos préférences, tous les sujets. C'est feuille blanche, hein, normalement, la loi le précise, c'est même une feuille blanche, vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ce que vous redoutez le plus, une douleur, une angoisse, voilà. Je veux pas être mis sous respirateur artificiel, voilà. Ça peut être une clause qu'on met là-dedans. Les traitements et techniques médicales, donc les sondes, d'alimentation ou les aides respiratoires, vos attentes concernant l'aide de soins palliatifs, souhaitez ou pas. Les conditions, dont vous espérez pouvoir, bénéficier au moment de la fin de votre vie, présence de personnes auxquelles vous tenez, accompagnement spirituel éventuel, lieu de fin de vie. Il y en a qui précisent, «Je veux mourir à domicile». Voilà. «Je veux qu'un prêtre me visite». Tout ça, c'est acceptable dans des directives. Si vous êtes en bonne santé, vos souhaits sur ce que vous voulez vous voulez pas, pardon, pour la fin de votre vie, ce que vous souhaiteriez en cas d'accident très grave, d'état de coma prolongé, de séquelles ou handicap sévère, donc ça, c'est l'acharnement thérapeutique, par exemple. Si vous êtes malade, vos directives anticipées peuvent être plus précises. Parlez-en avec des professionnels de santé. Alors pour vous dire que c'est un problème très simple, j'ai participé avec l'établissement éthique régional de Normandie à des ateliers avec 25 professionnels de tout poil, philosophes, médecins, infirmières, etc. À l'issue des 4 séances de travail, il y avait 25 avis différents.
Donc, est-ce qu'il faut le faire en présence d'un médecin? Est-ce qu'il faut le faire en présence d'un notaire? Voilà, tout ça, ce sont des cas qui ne sont pas prévus dans la loi et qui posent question à certains. Donc, il va falloir sûrement, dans une prochaine loi, faire des choses un peu plus carrées. Voilà, donc, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour les principales Informations. mentions, sachant que rien n'est figé dans la loi. Que moi, j'ai un petit conseil à donner quand même, c'est de vous méfier des directives anticipées qu'on vous donne toutes faites. Vous avez la possibilité de les rayer, de les modifier. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qui est écrit. Vous êtes quand même libre de décider de ce que vous voulez. Voilà, Maud, à toi. Oui, merci. Du coup, concrètement, comment vous pouvez les rédiger? Donc, c'est passé dans la vidéo, mais il y a le formulaire du ministère qui reprend les deux parties dont vous parlez, Yves, c'est-à-dire que il y a un formulaire qui est plutôt dédié à je suis en bonne santé, donc je vais remplir ce formulaire-là. Et puis après, il y a un formulaire, ah ouais, mais non, là, j'ai une maladie grave. Et le formulaire va un petit peu plus dans le détail quant à l'alimentation artificielle, etc., etc. Et puis, vous pouvez aussi, dans Mon Espace Santé, donc Mon Espace Santé, c'est le nouveau service public de l'État. Donc, c'est votre carnet de santé numérique, en fait, où à l'intérieur, vous avez la possibilité de rédiger, enfin de mettre vos directives anticipées, on va le voir juste après. Et justement, vous avez un webinaire organisé par la Mutualité jeudi midi, je crois, donc ça tombe bien. Vous allez pouvoir voir ce qu'est Mon Espace Santé et faire le lien avec ce qu'on vous dit aujourd'hui par rapport aux directives anticipées. Ça sera Vendredi. vendredi. Oh, pardon, excusez-moi, vendredi. Rien. Alors, ce qui est important, c'est d'en discuter en fait autour de vous, hein, que vous envisagez de faire des directives anticipées déjà pour que les proches participent à la réflexion, mais une fois qu'elles sont faites aussi d'en discuter, donc avec la famille, des proches, votre personne de confiance si vous en avez désigné une, éventuellement des associations spécialisées, on en a cité plusieurs, des professionnels de santé bien sûr. On voit qu'il y a un certain nombre d'éléments à mettre, parce que Yves vous le disait, ça peut être sur une feuille blanche, mais il faut surtout qu'il y ait à minima nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et puis les volontés que vous souhaitez pour votre fin de vie. Hop. C'est à moi là Oui, où les conserver. Pardon. Alors, pas au frigo. Alors, les directives anticipées, vous devez en garder un exemplaire, bien sûr, avec vous dans votre dossier médical ou dans votre dossier qui vous suivra dans une hospitalisation ou autre. Et ensuite, en faire autant de copies que vous le souhaitez à votre médecin traitant, par exemple. Voilà, ils aiment beaucoup le papier, les médecins. Donc, ils vont dire oui tout de suite, pas sûr. À votre personne de confiance, ça c'est évident. Et à tous vos proches. Si vous avez des enfants, ben, vous en distribuez là au moment de Noël dans une petite enveloppe où vous leur mettez ça pour détendre la fin de la journée. Voilà, il n'y a pas de limite. Nous, nos adhérents nous l'envoient au siège pour qu'on les mette dans le fichier. Vous pouvez les envoyer également à la DMD pour mettre dans un fichier sans être adhérent et vous ne serez pas obligé d'être adhérent. Voilà, c'est la plus grande diffusion, pas obligé d'en faire une distribution sur les marchés, mais vous pouvez en faire autant d'exemplaires que vous voulez, sachant que le jour où vous les modifiez, il faut bien penser à arroser tous ceux que vous avez dotés d'un premier exemplaire. Voilà, oui. Non, c'était juste pour préciser que des fois, c'est pas évident, parce que moi, personnellement, je les ai faites en 2015, donc des fois, je me rappelle pas trop à qui je les ai confiées ou à qui j'en ai parlé. Et du coup, il y a une petite carte qui est faite, c'est ce qu'on vous met en bas à droite.
Où en fait, d'un côté, vous mettez vos coordonnées et de l'autre côté, vous mettez je les conserve à cet endroit et j'en ai donné un double à mon médecin traitant, par Ouais. exemple. Après, ça peut aller au-delà du médecin traitant, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez une pathologie grave, vous avez probablement un suivi chez des spécialistes, voire même à l'hôpital. Donc, bien évidemment, donnez un exemplaire à l'hôpital pour qu'il garde dans votre dossier de l'hôpital, en fait. Donc, sur mon espace santé, donc vous allez le découvrir vendredi. Et vous allez voir, pour aller voir vos directives anticipées, c'est en 3 étapes. On vous a mis des petits numéros. Le numéro 1, il se trouve en haut, en dessous du titre, où il faut cliquer sur l'onglet Profil médical. Vous allez avoir la partie gauche, Mon histoire de santé, suivi médical, etc., qui va s'ouvrir. Et en 2, il va falloir cliquer sur Entourage et volonté. Et du coup, il y a la partie droite qui va apparaître. Et donc, il faudra cliquer sur soit j'ai déjà rédigé mes directives anticipées, du coup, vous souhaitez les modifier. Si vous n'avez jamais rédigé vos directives anticipées, vous pouvez cliquer pour les rédiger, en fait. C'est le formulaire qu'a fait le ministère qu'ils ont mis en dématérialisé sur le site Mon Espace Santé. Donc, comme la personne de confiance, on vous a mis à disposition pas mal de ressources que l'on a centralisées là. Donc, toujours avec la petite main sur le PowerPoint, vous pourrez cliquer pour aller les voir. Donc, de France Asso Santé, la Haute Autorité de Santé, ministère, Centre national, ça tourne toujours un peu au niveau des mêmes structures. Yves, est-ce que tu veux faire un focus sur les supports de l'ADMD? Parce que je vois qu'il y a aussi une vidéo. Non, vous Ouais. aurez la vision de nos directives anticipées qui tiennent sur un A4 et puis au dos, il y a les C'est ça. personnes de confiance et puis une petite vidéo que l'on projette voilà, dans nos réunions, dans nos conférences. Cette vidéo-là et les 2 qu'on vous a proposées dans le diaporama, elles sont accessibles sur YouTube, hein. Il n'y a aucun besoin Bon, d'adhérer à quoi que ce soit. Donc, non, n'hésitez pas à les diffuser aussi si vous faites partie d'associations, par exemple. Et puis, en support qui peut être intéressant pour réfléchir à sa fin de vie et au-delà des directives anticipées de l'aspect médical, c'est le jeu de cartes que Jalmalve a fait. Donc, Jalmalve, c'est une association Jusqu'à la mort accompagner la vie. Ils ont fait un jeu de cartes où vous avez à peu près 40 cartes avec chacune des expressions dessus. Et l'idée, c'est de classer ces expressions en fonction de ce que vous trouvez vraiment incontournable ou ce qui n'est pas forcément incontournable pour votre fin de vie. Donc, par exemple, il y a des cartes que mes documents administratifs soient validés, que je souhaite rester propre, je souhaite être accompagné de mes proches, je ne souhaite pas souffrir, etc., etc. Et donc, on passe toutes les cartes. Donc, soit on y joue tout seul, soit on peut être en groupe si besoin. Et puis des sites internet comme on vous a mis aussi sur la personne de confiance. J'arrive pas à cliquer. Youp. Si vous avez des questions sur vos droits, alors plus larges que personne de confiance et directive anticipée, même si ça peut être sur ces 2 dispositifs-là, mais ça peut être sur votre droit à avoir une information claire, sur votre droit à être indemnisé si vous avez un accident médical, etc. À France Asso Santé, on a un service d'information juridique en ligne qui s'appelle Santé Info Droit. Ce sont des avocats spécialisés dans la santé qui répondent à toutes questions juridiques et sociales en lien avec la santé. C'est ouvert tous les après-midi de la semaine. Vous avez les horaires dans le petit cadre. Un petit peu plus tard, le mardi et le jeudi, pour permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir appeler. Vous pouvez aussi les joindre en ligne. Vous pourrez cliquer sur le lien. Vous avez un formulaire direct que vous pouvez remplir. Et donc, c'est un 01, il n'y a pas de surcoût téléphonique. Vous avez aussi des représentants des usagers, je vous l'ai cité tout à l'heure, ils sont dans les établissements de santé, hôpital, clinique et aussi dans les instances territoriales. Donc, si à un moment donné, vous avez questions par rapport à vos démarches, besoin d'informations sur les droits, quelque chose à signaler, un dysfonctionnement, une éloge, etc., vous pouvez les contacter. Et puis, vous avez notre site internet où vous pouvez retrouver toute notre documentation. Elle est gratuite, elle peut être téléchargée autant de fois que vous le souhaitez. Et par exemple, sur les fiches pratiques, on a plus de 80 thématiques différentes en lien avec les droits, l'assurance maladie, la démocratie en santé, etc., etc. Petit questionnaire de fin. Est-ce que vous trouvez utile de rédiger vos directives anticipées ?
est-ce qu'on va avoir un 100% comme la première question, tout le monde concerné? Oh, le suspense. C'est terrible, hein. On se croirait à de l'Eurovision. Ah bah tiens, Ah bah oui, mince alors. Ah bah super. jackpot. Et est-ce que moi, Ouais, je peux répondre à une question qui a été oui, bien sûr. Bah, de écrite? toute façon, on y arrive aux questions. C'est Il y a Gustave Germond mmh, qui pose une bonne question. Les structures de soins palliatifs n'existent pas encore dans tous les départements. mmh, Effectivement, il y a plus de 20, il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité ni de lit de soins palliatifs. Donc, ils sont obligés, les malades, soit de ne pas y avoir recours, soit de changer de département pour aller bénéficier des soins palliatifs. Donc ça, c'est le grand sujet des débats qu'il y a ces temps derniers à la Convention citoyenne et dans les autres instances qui ont planché là-dessus. Effectivement, normalement, si ça aboutit, les projets de loi, il y aura un fort renforcement des soins palliatifs. Nous, on réclamait l'accès universel aux soins palliatifs, c'est-à-dire que chaque Français doit pouvoir avoir accès aux soins palliatifs. Donc ça, c'est un gros chantier. On est très en retard par rapport aux autres pays européens. On est pas loin des derniers de la classe. Voilà, en termes d'euros par habitant consacré aux soins palliatifs, on est très loin, par exemple, derrière l'Autriche, qui a 5 fois plus de moyens que nous pouvons en avoir nous, et la Belgique aussi, voilà, et d'autres. Donc ça, c'est le grand chantier, en fait, des prochains mois. Ça va être effectivement de lancer un grand plan des soins palliatifs pour rattraper au minimum le retard qu'on a pris. Voilà, je ne sais pas si Gustave est satisfait de la réponse. Il y a une autre question, mais je pense que Yannick la gardera pour vendredi. C'était la différence entre mon espace santé et le DMP. Ah, 100 mais fois mieux, 100 fois mieux. Après, si vous voulez en dire quelques mots. Ben, en fait, euh, mon espace santé est beaucoup plus large en termes d'offres que de dossier médical partagé, puisque dans mon espace santé, il y a aussi un agenda connecté, il y a aussi une messagerie sécurisée, etc. Mais vous verrez ça en détail. Donc, c'est beaucoup plus large. Et au niveau ergonomique, il est quand même super mieux que super intuitif par rapport au DMP où c'était très, très compliqué. On pouvait mettre que des documents PDF. Là, on met n'importe quelle photo du téléphone, hop, ça part. Donc vraiment, vraiment très, très intuitif. Enfin voilà, si je peux donner que 2 avantages, je verrai cela. Je te le confirme. Mm. Bah, le défaut, c'est que DMP a mis 15 ans à mûrir, avec des techniques qui étaient en cours il y a 15 ans, Mm. alors que maintenant, bah, ça a tellement changé qu'il y a des possibilités beaucoup plus Mm. importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? non, je n'ai pas Non. d'autres questions. Ok. Du coup, on avait juste une dernière diapo avec nos coordonnées respectives entre la Bretagne et la Normandie en fonction de là où vous êtes, si vous avez besoin de nous joindre, si vous avez vu des supports de France Asso qui vous intéressaient dans le diaporama, que vous n'arrivez pas à récupérer, il ne faut pas hésiter. Yves, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que la mutualité conclue ce webinaire? Si ce n'est de remercier nos amis de la mutualité de cette initiative, parce que c'est toujours bon d'essayer de vulgariser voilà, quelque chose qui est pas facile. Voilà, donc merci de leur invitation. Je suis très satisfait du déroulé de ce webinaire, et puis merci bien sûr à tous mes partenaires d'exposer. Voilà, on va pas déclencher de guerre du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Non, on va pas en parler. Non, il est normand, bon, c'est tout, quoi. Bon, on va pas
Mais bien sûr. Voilà, merci à vous tous et puis à une prochaine occasion. Ok. Eh ben, on regarde rapidement s'il y a de nouvelles questions. Hop. Je crois qu'il y en a. Elle suppose qu'avec connaissance. On regardera après parce qu'il est Ouais, plus 14 tard. heures et puis Ah, on ok. répondra par mail à ce moment-là. Ça marche, on fait comme ça. Ok, bah, du coup, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé, hein, Maëlle, Maude, Yves. Merci beaucoup pour cette information qui a été donnée et la réponse aux différentes questions que vous avez pu apporter. Merci également aux participants d'avoir été présents aujourd'hui. Oui. Donc, le webinaire sera disponible en replay sur les chaînes, sur le site internet de la Mutualité française Normandie et Mutualité française Normandie Bretagne. Et très prochainement, vous recevrez un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous invitons à y répondre et on vous promet que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Comme nous l'avons indiqué dans le webinaire, eh bien, nous vous proposons un nouveau rendez-vous vendredi prochain, donc sur mon espace santé. Donc, c'est pareil, hein, même heure, 13h, 14h, une visio sur mon espace santé, donc en présence de l'ARS Normandie et Bretagne également. On continue les duos. Et eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée à tous et à bientôt. Au À revoir. bientôt, merci, au Au revoir. revoir.